Donc, je reste sur scène pour vous présenter Marie Bareil, c'est ça, animatrice du stage Adour et responsable du service gestion intégrée à l'institution Adour, ainsi que Laura Seguin, qui vont toutes les deux nous parler des approches sociétales sur l'exemple des nappes captives à grande inertie du sud du bassin aquitain, les nappes de l'Adour et du bassin de la Seudre. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Marie Bareil, je travaille à l'institution Adour, syndicat mixte sur tout le bassin versant de l'Adour, labellisé EPTB. Alors, pour le moment, EPTB surtout sur les eaux de surface, mais peut-être à l'avenir, justement, par les travaux qu'on mène maintenant, qu'on aura un label EPTB souterrain également. Donc, je vais vous parler de 4 années de concertation qu'on a menées et qui ne sont pas terminées, évidemment, puisque vous allez voir, tout ne fait que commencer, pour essayer d'organiser la gouvernance notamment et à terme, on espère, la gestion durable des nappes captives à grande inertie du sud du bassin aquitain. Donc on revient sur ces objets géologiques-là. Alors, voilà. Donc voilà l'objet de notre travail. Donc on est sur des ressources souterraines donc profondes, nappes captives. Ça va de l'Éocène jusqu'au Crétacé. Et donc, c'est des formations géologiques, hydrogéologiques de très grande ampleur, sur un périmètre très élargi que vous voyez. Alors en bleu, on va dire un peu violet, là, le plus grand territoire que vous voyez sur la carte de droite, qui est délimité par la flexure celte-aquitaine au nord, par le chevauchement le front de chevauchement nord-pyrénéen au sud, et puis le littoral sur l'ouest, et puis des limites géologiques également à l'est. Alors nous, on n'a pas travaillé dans l'immédiat sur ce très grand territoire et sur l'immensité de l'emprise de ces réservoirs hydrogéologiques. Et on s'est déjà approché sur un territoire qui fait 12 000 km² que vous voyez en bleu clair, qui est un territoire où sont aujourd'hui concentrés les usages de ces ressources-là. Donc on est déjà sur un territoire assez grand, 12 000 km², mais on approche un peu mieux déjà le sujet. Donc l'idée, c'était sur ce territoire-là d'approcher notamment les acteurs locaux pour mettre en place un espace de dialogue. Pourquoi et d'où vient cette démarche? Donc ça vient de loin. Alors déjà en 2007, l'agence de l'eau Adour-Garonne avait décidé de ne plus accorder d'aide à des projets qui pouvaient augmenter les prélèvements dans ces ressources souterraines profondes, notamment dans la nappe des sables inframolassiques qui est assez sollicitée. Sur cette base-là, donc effectivement, dans le SDAGE, c'est écrit, il avait été ciblé le fait de devoir mettre en place une démarche de gestion sur ces ressources. De tout ça, le comité de bassin nous a sollicité, Institution Adour, pour essayer de travailler sur ces nappes-là. Alors ces nappes, elles sont utilisées pour divers usages. Alors en premier lieu, en termes de volume, c'est l'eau potable qui prélève pas mal dans ces ressources. On a aussi un besoin pour le thermalisme. C'est ces ressources-là qui font qu'on a dans le Gers et les Landes plusieurs stations thermales. Dans une moindre mesure et sur les secteurs notamment où elles sont pas si profondes que ça, on a une utilisation agricole, on a aussi de l'utilisation industrielle. Et par ailleurs, l'eau n'est pas prélevée, mais on a une utilisation du réservoir par Terega pour le stockage de gaz. Donc tous ces acteurs-là, on a voulu les réunir, commencer à les faire discuter parce qu'ils utilisent un réservoir et une ressource commune. Et c'est vrai que c'est des acteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de se parler. Donc on a mené une première étape de travail pendant à peu près 2 ans dans le cadre d'une étude socio-économique. Donc ça a été mené dans le cadre d'une convention de recherche avec le BRGM soutenue par l'agence de l'eau. Et donc c'était une étude pour essayer de montrer l'importance stratégique de ces nappes profondes. Montrer l'importance de ces nappes pour le territoire, c'était l'objet premier, par un premier travail, un début d'état des lieux et notamment des usages sur ces ressources. Mais c'était aussi un travail où il était important de faire émerger le dialogue et de mobiliser les acteurs.
Donc on a mobilisé pas mal d'acteurs, vous voyez à peu près 44, enfin j'ai indiqué 44 acteurs, hein, ça fait un peu moins d'une centaine de personnes qui ont participé dans ce cadre-là à la démarche. Tous les usagers hein, que je vous ai cités, eau potable, agriculture, représentants agricoles, établissements thermaux, établissements industriels, etc. Mais aussi les collectivités du territoire et puis l'État. Donc c'est la première fois qu'il y avait à cette échelle-là sollicitation un petit peu de l'ensemble de ces acteurs. Et l'intérêt aussi, enfin, ce qui a été mené pendant ce travail-là, c'est un travail, un atelier de concertation. Donc c'était vraiment l'idée, pas forcément de faire un état des lieux puis de leur apporter une image de la situation, mais c'était vraiment de les faire participer à ce travail-là, apporter leur avis, leur regard sur ce sujet. Dans l'objectif de vraiment partager, alors je vais y venir, j'avance, dans un premier temps, partager un état des lieux. On voulait vraiment essayer de construire une vision partagée de ces usages-là. Et c'est vraiment un moment où en fait les acteurs connaissaient leur propre usage, mais ont pris conscience des besoins en fait, des autres usagers, alors soit du même usage eau potable par exemple, mais chez les voisins. Alors il y a des interconnexions, etc., mais pas toujours non plus, hein, en tout cas pas forcément à cette échelle-là. Et puis par les autres usagers, voilà. Donc on prend un petit peu les besoins de chacun. C'était voilà, un premier regard qui a été quand même apprécié des acteurs. On a voulu aussi faire travailler les acteurs sur la vision prospective. Alors un premier travail qui reste qualitatif hein, finalement et pas quantitatif, quantifié dans le sens on ne va pas imaginer des baisses de volume, etc. de manière très concrète et très quantifiée. On va plutôt essayer d'imaginer des scénarios pour faire travailler les acteurs et les faire se projeter un petit peu, les forcer à se projeter. Et donc, ça a été l'objet d'ateliers de travail et d'ateliers de concertation où on a essayé de leur faire envisager des évolutions possibles et de leur faire envisager un scénario laisser faire. Si on continue comme aujourd'hui, vers quoi on va? Et de cette base-là, essayer de leur faire imaginer aussi des possibilités de gestion. Alors, tout ça, c'était encore une première étape, un premier pas, mais c'était en tout cas de leur faire admettre qu'il y avait malgré tout un besoin de gestion partagée sur ces ressources. Au terme de ces années de travail de première étape d'études, hein, 2018-2020, bon, on n'était pas encore prêt et mûr pour mobiliser un outil de gestion très formel, mais la concertation devait perdurer. En tout cas, tout le monde convenait de maintenir ce dialogue-là. Donc on a travaillé pendant 2 ans là, dans le cadre d'une charte. Alors on a réussi à éviter le concept de la charte de gestion des eaux souterraines. Hein. On a un peu insisté pour dire qu'avec une charte, on ne gérerait pas grand-chose. On a fait plutôt une charte d'engagement dans la gouvernance. Voilà, on est toujours sur un principe de concertation, de gouvernance. Et l'idée, c'était de maintenir et légitimer l'animation de l'institution Adour, de maintenir les instances de travail, de formaliser l'engagement des acteurs. Et puis, il y a quand même des objectifs hein, au bout de cette charte, et notamment un des objectifs, c'était d'aller vers un outil de gestion plus formel. Donc, on concevait que la charte était quand même un outil intermédiaire pour maintenir la concertation et le dialogue. On a à peu près tous les partenaires qui ont adhéré à la charte. Hein, les quelques-uns qui n'ont pas formellement adhéré sont plutôt des partenaires qui ne se sentent pas encore à ce jour très concernés, mais ils sont vraiment, c'est très ponctuel et à la marge. Alors, les instances de concertation, je passe rapidement, mais un comité de pilotage, un comité technique centré sur les acteurs que vous avez là. Hein, on est à peu près autour d'une quarantaine de structures en copie. Mais surtout, et là, ça va faire écho à ce que disait Bruno tout à l'heure, hein, on a aussi mis en place un groupe d'experts hydrogéologues, parce que dans notre comité de pilotage, si quelques-uns peut-être sont éclairés sur ces sujets, la majorité sont malgré tout néophytes et on travaille sur des objets sur lesquels il y a besoin de compétences très spécifiques. Donc on se dote de compétences en interne, mais aussi on va travailler, se faire aider par des experts hydrogéologues, dont pas mal sont ici d'ailleurs aujourd'hui. On a aussi fait un comité d'information élargi où là on va ajouter toute la sphère associative, puis toutes les collectivités également qui ne sont pas forcément en copie, etc., pour les informer quand même du travail qui est mené. Et donc cette charte, donc c'est ce que je viens de dire, hein, ça a permis de poursuivre l'état des lieux, mais ça a été aussi l'occasion d'établir des liens de travail plus rapprochés avec chacun des acteurs. On a continué à approfondir le lien de travail
Et l'enjeu, avec tout ce qui a été dit dans les présentations précédentes en début d'après-midi, d'acculturer aussi ces acteurs-là au milieu souterrain et en particulier à cet objet des nappes captives à grande inertie. Donc ce travail-là a permis de les acculturer, mais aussi pour nous de récupérer pas mal d'informations, de données et puis d'attentes aussi, ou comprendre un petit peu les acteurs où ils en étaient, ce dont ils avaient besoin et quels étaient leurs avis sur tous ces sujets-là. Point important pendant la démarche, puisque Laura l'évoquera, c'est que pendant ce travail-là et ces 2 ans de travail dans le cadre d'une charte, on a aussi mobilisé des retours d'expérience de territoires qui sont déjà avancés dans la gestion des nappes. Et notamment, on a mobilisé le SMEGREG, le secteur du SMETAL, le SAGE dans les Vosges des grès du Trias inférieur, mais également le CIMCRO, qui n'est pas mentionné là. Et donc ça, c'est un moment, Laurent en reparlera, qui est très important qu'il va falloir conclure pour les acteurs, pour effectivement comprendre. Je pense que j'ai qu'une diapo. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs a convenu unanimement du besoin de mobiliser un outil de gestion formel. Et donc, depuis la fin de l'année 2022, on a convenu de s'engager dans l'émergence d'un SAGE pour ces nappes profondes. Je vais laisser la parole à Laura, je pense, qui va de toute façon vous reparler un petit peu de ces sujets-là et de tout ce que ça a permis, ce travail de gouvernance et de concertation. Merci. Est-ce que j'ai une vision du temps qui s'écoule ou c'est juste ton PC? Ah oui, d'accord. Merci. Je peux aussi manipuler au niveau de... Oui. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Laura Seguin, je suis sociologue au BRGM et mes recherches portent sur les questions de concertation, de participation des acteurs au processus de gestion et de planification de l'eau et en particulier des eaux souterraines. Et je dirais que ma présentation tombe un peu à pic, puisqu'on a commencé, j'ai l'impression que des questions commencent à émerger sur les aspects de comment les acteurs locaux peuvent s'approprier toutes les connaissances complexes qu'on produit sur ces ressources, comment on peut les accompagner pour les acculturer à ces objets de gestion complexes. Et justement, il y a une partie des chercheurs qui s'intéressent à ces processus-là d'acculturation, d'appropriation des connaissances, d'apprentissage. Et je vais d'abord vous expliquer pourquoi cette notion d'apprentissage, elle peut être intéressante à explorer, en particulier pour la gestion des eaux souterraines et en particulier pour les grands aquifères captifs. Regardez ce qu'apprennent les acteurs, quels nouveaux savoirs, quelles compétences ou quels savoir-faire ils peuvent acquérir au cours de processus de concertation. C'est donner des clés de compréhension pour répondre aux défis de leur engagement dans la gestion des eaux souterraines. En tant que gestionnaire, expert ou élu, s'il y en a dans la salle, vous avez sans doute été confronté à ce défi d'engager les acteurs dans la gestion de ces aquifères et vous vous êtes sans doute confronté à plusieurs défis ou plusieurs enjeux que je vais tenter de résumer ici brièvement. D'abord, des enjeux relatifs aux connaissances. Les acteurs n'ont pas d'expérience directe des eaux souterraines et ils ne peuvent pas construire leur propre savoir pour établir des diagnostics des problèmes rencontrés. On ne sait pas, par exemple, dans quelle direction se tourner quand on a un problème de pollution des eaux souterraines. La connaissance, elle nécessite de passer par les outils des experts et des scientifiques, des réseaux piézométriques, des coupes géologiques, des modèles, et qui ne sont pas forcément accessibles à l'ensemble des acteurs d'un territoire. Ensuite, concernant la construction d'une communauté d'intérêt pour la gestion de ces ressources, c'est un nouveau territoire qui se dessine. Souvent, c'est un territoire très grand, notamment pour les grands aquifères captifs. Ça ne correspond pas aux découpages territoriaux habituels et la plupart des acteurs concernés, en particulier pour les grands aquifères, ne se connaissent pas ou peu.
Et la perception de leurs interdépendances n'est pas évidente. Elle est beaucoup moins intuitive que pour les eaux de surface, et le sentiment d'appartenir à un même socio-écosystème doit se construire. Et enfin, des enjeux relatifs aux décisions. On en a parlé tout à l'heure. Les phénomènes se caractérisent par une temporalité très lente, notamment pour les grands aquifères captifs. Pour comprendre les problématiques et pour décider de mesures de gestion, ça nécessite de se projeter dans le très long terme et de se sentir concerné par les conséquences d'une décision ou d'une non-décision dans le futur. Il s'agit aussi de décider en contexte d'incertitude. La complexité, l'hétérogénéité des eaux souterraines donne lieu à des connaissances fragmentaires. Et pour les élus, il est tentant de se reposer plus ou moins entièrement sur l'expert qui sait, mais qui n'est pas légitime pour décider. Les acteurs doivent donc être accompagnés pour monter en compétences, développer un sentiment d'appartenance à une communauté d'intérêt et se sentir capable de prendre des décisions sur le très long terme et en contexte d'incertitude. Alors c'est un défi, ça nécessite du temps, de la volonté politique, des moyens, mais ça peut être grandement facilité par la mise en œuvre de processus participatifs qui incluent l'ensemble des parties prenantes. Alors je vous parle j'évoque ces questions qui sont développées dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Inclusive, qui vise justement à évaluer la manière dont des processus de concertation peuvent constituer des espaces d'acculturation, d'apprentissage des acteurs, facilitant leur engagement dans la gestion des eaux souterraines. Nous avons 3 terrains d'études français et les processus participatifs sont différents sur ces 3 terrains, mais nous appliquons une même grille de suivi-évaluation des processus de concertation. Tout d'abord, pour comprendre les conditions dans lesquelles peuvent se produire ces apprentissages, cette acculturation, il est important d'évaluer certains éléments des processus mis en place. La représentativité, c'est-à-dire l'ensemble des points de vue et des intérêts sont-ils représentés ? La justice informationnelle, ça veut dire tout simplement est-ce que les acteurs ont un égal accès aux ressources nécessaires pour participer ? L'indépendance, quelles sont les garanties prises pour que le processus de décision ne soit pas orienté par un ou des intérêts particuliers. Nous évaluons également les résultats de ces processus. Ont-ils réellement abouti à un diagnostic partagé, à des objectifs, à des règles et des mesures de gestion adaptées, à des outils, à des règles de gouvernance. Et nous évaluons enfin les apprentissages des acteurs, qui peuvent être de plusieurs types. Cognitif, c'est l'appropriation de nouvelles connaissances techniques, scientifiques. Relationnel, c'est des modifications de perception des autres acteurs, des autres usagers. Et c'est la construction aussi de nouvelles relations allant vers plus de coopération et de confiance. Des apprentissages délibératifs et décisionnels, ce sont des compétences ou des savoir-faire pour prendre des décisions ensemble. C'est aussi la capacité à argumenter, à participer à des discussions potentiellement conflictuelles. Et des apprentissages normatifs qui sont plutôt des résultats de l'ensemble de ces autres apprentissages et qui sont des changements de normes ou de valeurs ou de vision de la gestion de ces ressources. Alors, je n'ai pas besoin de vous présenter la concertation en cours sur les nappes profondes de l'Adour puisque Marie vient de le faire. Donc seulement quelques mots sur la méthode dans le cadre de ce projet de recherche. Il s'agit d'une enquête qualitative par entretien semi-directif que je mène avec une diversité d'acteurs impliqués et par l'observation des différents moments de la concertation. J'ai mené une première série d'entretiens individuels en 2022 avec une diversité d'acteurs et donc de points de vue et d'intérêts différents. Donc ces entretiens interviennent 3 ans et demi après le début de la concertation et ils nous permettent donc d'opérer un retour sur ces premières années de concertation. Alors, les nappes profondes de l'Adour, ce sont des ressources dont la gestion relevait jusqu'à maintenant des services de l'État sans participation des acteurs locaux. Et donc c'est depuis 2018 que l'institution Adour a entamé un travail de portée à connaissance. Et les entretiens font apparaître que la conscience de l'existence même de différentes couches aquifères et l'identification de l'objet nappe profonde, nappe captive ne se fait pas sans difficulté. La principale difficulté est liée à l'hétérogénéité et la structure de ces nappes, puisque sur certains secteurs, elles sont peu profondes et elles affleurent. Et une partie des interviewés ont exprimé des confusions entre nappes profondes et nappes superficielles,
accentuée par le vocabulaire employé jusqu'à maintenant dans le cadre de cette concertation, puisqu'on a principalement parlé de nappes profondes, et ça ne correspond pas à certaines réalités locales. Mais les entretiens montrent aussi un processus d'acculturation en cours, avec l'acquisition de connaissances techniques et scientifiques sur ces nappes et sur leurs caractéristiques. Deux éléments l'illustrent en particulier. D'une part, la compréhension d'une nappe à la géométrie plus complexe qu'imaginée au départ, c'est le premier extrait d'entretien. Et d'autre part, celle d'une nappe à la recharge extrêmement faible, extrêmement lente, c'est le deuxième extrait d'entretien. On note donc que progressivement, les représentations initiales se déconstruisent, notamment celles qui, à l'origine, sont issues d'une transposition des connaissances des nappes superficielles auxquelles les acteurs sont plus familiers sur les nappes profondes. Les entretiens montrent qu'il existe quand même de fortes disparités dans cette appropriation. J'y reviendrai si vous le souhaitez dans les questions. Concernant les apprentissages sur les autres acteurs, on remarque et la constitution d'une communauté d'intérêt. Marie l'a dit tout à l'heure, on a pris conscience des autres usagers d'une même ressource partagée. Et au-delà de la connaissance des autres usagers, il est encore un peu trop tôt pour parler de la constitution d'une véritable communauté d'intérêt. Plusieurs indices témoignent d'une première étape dans ce processus, mais voilà, on n'y est pas encore, il va falloir encore un certain temps pour y arriver. Je passe vite sur la question de l'identification des problématiques de gestion. Là aussi, la conscience des interdépendances entre usagers semble aujourd'hui suffisamment établie, mais le diagnostic partagé des problématiques de gestion est encore à construire, et ce sera l'objet des prochaines étapes de concertation. Sur le fait d'acquérir des capacités ou des savoir-faire pour prendre part aux échanges et pour prendre part aux futurs arbitrages, là aussi c'est un apprentissage moins perceptible, et les formats de discussion jusqu'à maintenant, en plus complexifiés par les restrictions sanitaires et le fait qu'il y a eu beaucoup de rencontres en visio, n'ont pas permis jusqu'à maintenant de véritablement permettre aux acteurs de se sentir suffisamment libres, enfin pas libres, mais compétents pour prendre la parole en réunion. Enfin, je voulais conclure, puisque je crois que je suis arrivée au temps de 10 minutes, sur le fait que les premiers résultats mettent en évidence des apprentissages perceptibles, mais il existe de fortes inégalités entre différents profils de participants. C'est un processus collectif en cours que le suivi et évaluation qui durera encore 2 ans permettra de continuer à objectiver sans interférer avec la démarche de concertation. Et je voudrais juste appuyer sur le fait que les enseignements de ce type d'études peuvent être utiles aux gestionnaires avec qui nous travaillons, en leur donnant des clés de compréhension nouvelles des processus dans lesquels ils interviennent, soit en tant qu'animateurs, soit en tant qu'experts techniques ou scientifiques. Et lorsque le suivi et évaluation s'effectue pendant le processus et pas seulement après, il peut aussi permettre des améliorations ou des ajustements en cours de route dans la conception ou dans l'animation de ces processus de concertation. Merci beaucoup. Si Marie veut bien nous rejoindre pour quelques questions. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Oui. Un micro arrive. Bonjour, Guillaume Desbiès, donc du SICDU, le service qui gère l'eau potable sur le campus. J'ai une question qui regroupe en fait un peu toutes les interventions qu'on a vues sur la temporalité, parce qu'on a parlé de pas mal de temporalités différentes dans les présentations. Celle des nappes, on était en milliers, voire en millions d'années. Celle des experts, on a des modélisations qui ont des périodes qui peuvent varier, mais qui sont plutôt en dizaines d'années. Et celle de la gouvernance, qui sont plutôt à l'échelle d'un mandat, voire de 2. Et après, on a des acteurs de territoire qui ont des perceptions temporelles complètement différentes en fonction de leur sensibilité, de leurs intérêts. Est-ce que dans vos travaux, en fait, il y a un moment où on arrive à faire converger ça ?
parce que c'est quand même un des problèmes de fond de beaucoup de nos projets de territoire et sur différents domaines. Et est-ce que justement ce dialogue, en fait, à un moment, vous appréhendez une façon de faire converger en fait ces enjeux dans les différentes échelles de temps pour prendre des décisions qui permettent de répondre à tous les acteurs? Alors, je ne sais pas trop si on arrivera à faire converger. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on a, nous, notre intérêt, c'était d'engager un outil de gestion formelle. Alors après, localement, c'est sûr qu'on entend, bon ben voilà, un SAGE, c'est un outil un peu lourd à mettre en place, ça va mettre du temps, etc. Bon voilà, on arrive à faire dépasser un petit peu ces questions-là pour dire, ben, on a surtout besoin d'un cadre de gestion. Et sur cet objet-là, l'outil qui permet de faire le cadre de gestion le plus adapté, ben, c'est le SAGE. Ça a été entendu, donc on arrive à faire intégrer le fait que bon, on va s'engager dans un SAGE. Ça va prendre quelques années effectivement pour l'élaborer. Après, une fois qu'il y sera, il y sera. Donc là, on a dépassé la notion des mandats locaux, des besoins d'aller vite, voilà, même des besoins opérationnels. Hein. On a aussi voilà, des acteurs qui sont compétents dans certains, enfin, voilà, qui exercent leur maîtrise d'ouvrage, leurs compétences. Et le fait d'engager un SAGE n'empêche pas qu'ils exercent leurs compétences, qu'ils font leurs travaux, leurs actions. Voilà. C'est pas parce qu'on engage un SAGE que le reste des actions qui doivent se passer ne se passent pas. Hein, donc, voilà. Donc en fait, on est confronté entre le temps long, le temps court, localement, le temps des mandats, mais finalement, on fait un peu abstraction de tout ça et on arrive à faire avancer dans un objectif commun qui est d'aller vers une gestion de ces nappes-là. Voilà. Oui, c'est Bernard Baraquet, CNRS IRED. Ma question, c'est à propos de la Californie, parce que j'ai vu que c'est un partenariat avec plusieurs pays, dont la Californie. Alors, je suis absolument désolé, parce que j'ai espéré pouvoir faire venir dans ce colloque des gens qui travaillent en Californie, mais c'est trop compliqué pour le moment, compte tenu de nos moyens et de l'impossibilité d'utiliser le système qu'on avait autrefois, qui passait par l'ambassade des États-Unis à Paris. Mais bon. La question, c'est, je viens de voir dans un blog du Public Policy Institute of California que la probabilité affichée dans le domaine de l'eau, c'est qu'il va falloir mettre 20% des terres de la vallée centrale de Californie en jachère, faute d'eau souterraine, ne serait-ce que pour pouvoir appliquer la loi sur le Sustainable Groundwater Management Act. Et donc, la question, c'est comment ils font? Est-ce que vous savez un petit peu comment ils organisent justement cette démarche de participation pour arriver à convaincre les gens de renoncer ou de réduire leurs prélèvements, et quels sont vos partenaires d'ailleurs à l'université ou dans l'équipe de recherche? Alors, je vais pouvoir vous répondre, mais de manière incomplète. Nos partenaires, c'est à l'université Davis. On va s'intéresser à des processus de concertation passés qui sont finis dans le cadre de cette réglementation que vous avez citée, où les acteurs locaux ont produit des programmes de gestion des eaux souterraines, et on va revenir vers eux pour faire toute une évaluation de savoir comment pour eux ça s'est passé, enfin, quels sont les résultats de ces processus et qu'est-ce que eux ils en retiennent en termes d'apprentissage. On va faire cette évaluation avec eux. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. On devrait aller sur le terrain en courant 2023 pour faire ces entretiens, et ça sera quelque chose qu'on va regarder là-bas. Mais voilà, pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. J'avais une dernière question qui a trait en fait à la relation entre la gouvernance, le grand public et l'hydrogéologie au sens de l'aide à la décision par modélisation. On voit apparaître de plus en plus, et je sais que Caroline pourra m'en parler, mais le BRGM aussi, et sous le feu d'attaque ou des choses comme ça, des tentatives, mais ça va avec la sociologie que Bernard pourrait nous expliquer, de remise en cause des sciences, mais des tentatives d'attaquer les conclusions en n'y croyant pas du grand public, en disant des associations qui disent non, c'est pas possible, vous racontez n'importe quoi, le modèle n'est pas bon. On va chercher des contre-experts, alors ça c'était classique pendant un certain temps entre effectivement les experts de la profession agricole, les experts de l'eau potable, des choses comme ça. Je voudrais mettre en garde la profession et les collègues là-dessus de faire attention quand on va critiquer les études des uns des autres, les outils des uns des autres, qu'il y ait une forme de solidarité scientifique dans le conseil à faire aux élus, parce que c'est un service à rendre à personne que de s'éparpiller sur le sujet. Je
pense que Caroline pourrait largement nous illustrer le sujet. On a une responsabilité sociétale plus que jamais compte tenu de l'aspect climatique. Et donc, il y a aussi une responsabilité à avoir dans les façons entre nous d'être objectifs sur les outils, sur le niveau de détail, sur les montants qu'on a eu dans une étude, bien relativiser les résultats qu'on affiche là-dessus et faire attention à ça, y compris quand on est sollicité pour des contre-expertises ou des choses comme ça. Je tenais à le signaler. Alors, j'ai une réponse à apporter parce que dans un des cas d'étude de notre projet sur le bassin versant de la Seudre, on a eu plusieurs ateliers participatifs avec les acteurs, l'ensemble des parties prenantes de la gestion des eaux souterraines, sur la base justement d'un modèle hydrogéologique pour déterminer des volumes prélevables. Ce qu'on retient de cette expérience, c'est que les acteurs ont été intégrés vraiment le plus en amont possible de la construction du modèle. On a ouvert la boîte noire du modèle avec eux. On a eu un gros travail de transparence sur les données intégrées au modèle, etc. et sur comment le modèle fonctionnait, qu'est-ce qui pouvait permettre de montrer, qu'est-ce qui pouvait permettre de ne pas montrer, et sur les scénarios qu'on souhaitait explorer à travers ce modèle. Il y a eu vraiment une sorte de, c'est pas de la modélisation participative, mais voilà, c'est quelque chose qui a été assez important. Et du coup, je pense que c'est un moyen d'éviter ces oppositions, d'éviter ces controverses autour de modèles scientifiques. Voilà, ça peut être une piste à explorer. Merci pour ces échanges. Je crois que c'est la fin de la session d'échange questions-réponses. On va pouvoir passer à la gouvernance.